Les podcasts du musée de Cluny. Sans les yeux. Sans les yeux. Sans les yeux est un podcast de médiation de l'art à l'initiative du musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge. Cette série donne la parole à des artisans et artistes et les invite à s'exprimer sur une œuvre de leur choix, extraite de la collection du musée. Épisode 5. Amélie Viane, un bouquet de pierres. Imaginez une rue calme du 7e arrondissement de Paris. Au numéro 62 de la rue Vaneau se trouve une élégante devanture foncée sur laquelle on peut lire un nom en lettres blanches. Une large vitrine donne à voir des créations d'or blanc et d'or jaune aux lignes et volumes délicats et singuliers. Une fois entrés, une atmosphère paisible et raffinée nous enveloppe. Un mobilier design de bois clair, un parfum de fleurs et du thé japonais. Amélie Viane s'est réservé un accueil chaleureux, tout en douceur, dans une ambiance à la fois feutrée et moderne, pour qui passe la porte de son atelier boutique. Amélie Viane, joaillière, a choisi de s'exprimer sur l'un des plus luxueux bijoux d'un prestigieux ensemble conservé en quasi-totalité au musée de Cluny, le Trésor de Colmar. Témoin exceptionnel de l'orfèvrerie profane médiévale, cet ensemble est composé d'une 50aine de pièces d'orfèvrerie, principalement des bijoux, et de plus de 300 monnaies. Son histoire est fascinante. Ce trésor fut caché lors de la terrible épidémie de peste noire qui déferla sur l'Europe au milieu du XIVe siècle, avant d'être découvert en 1863. Il resta donc pendant plus de 5 siècles dans les murs d'une maison de l'ancien quartier juif de Colmar. Le regard, l'expertise et la sensibilité d'Amélie Viane se sont plus particulièrement portés sur un fermail ajouré et quadrilobé. Aussi haut que large, le bijou mesure 3,7 cm de côté. Bijoux décoratifs et broches servant à fermer les pans d'un vêtement, cet objet précieux saisit le regard par le bouquet de pierres qui le compose. Je suis Amélie Viane, je suis joaillère. J'ai mon atelier boutique qui se trouve rue Vaneau, dans le 7e arrondissement. En 2005, j'ai lancé ma marque. Donc, je travaille essentiellement des pièces uniques et des pièces sur mesure. Toutes mes pièces sont pensées avec des volumes libres, aux formes organiques et tournées vers le futur. C'est vraiment l'idée d'aller de l'avant, de s'éloigner des codes traditionnels de la joaillerie, même si je les respecte, de proposer donc des pierres précieuses, des pierres fines, mais aussi des pierres étonnantes, des pierres ornementales. L'endroit où je travaille, donc je l'appelle un atelier boutique, parce qu'en fait, il a 2 fonctions. La fonction première, c'est un lieu de travail, donc c'est un endroit où en fait on peut voir mon établi. Et ensuite, il y a l'espace de réception où je peux recevoir mes clients, où je peux aussi bien sûr dessiner, travailler, donc un lieu vraiment très convivial. L'atelier boutique a été pensé comme vraiment un lieu de vie. J'ai toujours voulu discuter avec les gens, leur montrer comment le bijou était réalisé. Sur ma table de travail, vous pouvez trouver différents pots de crayons très techniques, soit des crayons de graphite. Vous avez aussi des pinceaux de différentes tailles, des crayons de couleur, beaucoup de petits carnets, parce que j'aime beaucoup ça. Et ça me permet de noter mes idées ou des croquis. Et donc des pots anciens avec différents outils. Il y a des papiers émery, vous avez des limes, une loupe et des petits souvenirs aussi qui me tiennent à cœur. J'ai choisi de vous parler du fermail du Trésor de Colmar. Dans le Trésor de Colmar, j'ai pu voir de très belles bagues, mais de factures quand même assez simples, disons. Et là, cette pièce, on entrevoit déjà une forme de joaillerie, donc vraiment de la mise en valeur des pierres qui détonne par rapport à l'ensemble des pièces qui font partie du Trésor. Donc un fermail, ou plus simplement une broche, était posée donc sur la poitrine, attachée à un manteau, une écharpe d'une femme ou d'un homme, parce que c'est vrai que les couleurs de cette broche pourraient tout à fait aussi aller à un homme comme à une femme. Son volume s'inscrit dans un losange, et losange avec des côtés, on appelle ça quadrilobe. Donc chaque angle est arrondi en demi-cercle. Alors ce bijou, donc il est plat. Vous avez une base qui est une base en métal, en argent doré. Ensuite, sur cette plaque, donc le dessin des quadrilobes a été ensuite ajouré. C'est-à-dire qu'on a vraiment créé des espaces à l'intérieur et on trouve une forme d'étoile.
Vous avez au centre donc le grenat central qui est vraiment le cœur de l'étoile, et ensuite vous aurez donc 4 saphirs bleu-gris. Vous avez 4 rubis framboises de couleur assez donc de rose, et vous avez un assemblage aussi de perles fines de différentes dimensions. Et tous ces éléments sont riftés sur cette plaque en métal. Vous avez donc le grenat central qui est donc taillé de façon octogonale, de façon très précise. La qualité de la pierre est vraiment très belle. Le grenat en fait a une couleur lit de vin. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un petit peu de rose. C'est une couleur très chaude. Parce que le grenat peut être un peu sombre ou une couleur un peu plus rouge, peut-être bordeaux. Mais là, on a vraiment une très très belle couleur entre un violet, rose avec un peu de chaud. Donc vraiment, la lumière passe très très bien. Et cette pierre, elle est sertie par des griffes. Donc les griffes sont des éléments, des petites pattes en métal qu'on va poser en fait sur soit aux 4 coins, soit peut-être aux 6 coins. Là, l'artisan a choisi d'en mettre 4. Malheureusement, avec le temps, il y en a une qui a disparu. Donc là, il est tenu par 3 griffes qui sont en excellent état, qui tiennent parfaitement bien le grenat. Le choix d'essayer de mettre des griffes pour le grenat vient du fait que l'artisan a voulu vraiment montrer les 8 facettes. Et c'était aussi une façon aussi de donner encore plus de lumière à la pierre. Il y a une chose qui a vraiment interpellé mon œil en fait dans la lecture de ce bijou, c'est sa qualité d'exécution, mais c'est aussi la taille du grenat central, qui n'a pas une taille courante et qui est surtout en opposition avec les autres pierres, qui sont des cabochons. Elles sont symétriques, mais elles ne sont pas parfaites. Le grenat central, donc, il a été vraiment taillé de façon vraiment géométrique, à l'opposé de ces cabochons qui, eux, sont donc approximativement de la même taille, mais ne sont pas totalement ronds ou ne sont pas totalement ovales. Donc en fait, ça crée une dynamique dans la broche et qui le rend aussi de cette manière moderne. Ce grenat, il dynamise vraiment la broche. Il donne vraiment une puissance et une force que la broche n'aurait pas si il n'avait pas été taillé ainsi. Et par sa couleur aussi. En fait, le grenat central va irradier donc les autres satellites, les autres éléments de cette broche. Et donc elle rayonne, elle envoie des couleurs en fait. Et ensuite, dans la composition donc, des autres pierres, on a donc 4 satellites de saphir qui sont donc en symétrie, positionnés en forme de croix. Donc, c'est des cabochons donc, de saphir bleu-gris. C'est vrai qu'on peut imaginer comme cette couleur un peu noir-bleu. Et ils ont aussi une très très belle transparence. La surface donc, du dessus est vraiment très bien polie, donc très brillante. Ce qui permet vraiment de donner un éclat particulier à la pierre. Ensuite, aux extrémités, vous avez donc les rubis. Alors, les rubis aussi sont des cabochons, donc ils ont tous une taille différente, mais toujours en harmonie avec l'ensemble. Les couleurs sont très douces, typiquement framboises. C'est un rose très doux, très gourmand. Donc on a vraiment des teintes très harmonieuses avec les saphirs bleu-gris. On a un ensemble vraiment très doux. Et ce qui est très joli ensuite, c'est la composition des perles fines qui vont venir se disséminer autour de ces grands satellites de pierre. Et donc ces perles fines, vous en avez 4 qui sont de taille un peu plus importante et d'autres petites, dont malheureusement il y en a 2 qui manquent en fait à 2 endroits. Mais donc ce sont comme des petits éléments qui viennent se positionner et qui donnent de la lumière blanche. Mais elles ont encore vraiment cette nacre quand même qui est très 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 jolie. Étant des perles fines, elles ne sont pas totalement rondes, ce sont vraiment des perles naturelles en fait, que l'huître a données. Donc c'est vrai qu'elles ont toutes une forme différente. On peut penser à un bouquet de pierres, parce que vous avez donc le cœur et les éléments, un peu comme des fleurs aussi, qui se positionnent autour de la pierre centrale. En joaillerie, c'est très important de faire parler ses sens, ses souvenirs. Il y a des pierres qui peuvent vous évoquer des choses, ou même que ce soit gourmande, ou même d'odeur, ou de son, évidemment de souvenirs sentimentaux. Et c'est vrai, quand on a une broche de ce type, on imagine plein de choses. Les pierres dégagent des choses, et c'est vrai que quand on parle de rubis framboise, de grenat, moi les cabochons, ça me fait souvent penser à des petits bonbons. Cette broche, d'une certaine manière, me fait penser à des petites confiseries posées donc, sur ce quadrilobe, et c'est vrai que c'est assez touchant. On peut imaginer une boîte de chocolat qu'on va ouvrir et on peut découvrir les chocolats entourés de papier, sorte de petites coupes striées en papier. Et tous les cabochons qui sont présentés sur cette broche sont posés de la même manière. C'est-à-dire que chaque cabochon est comme dans une petite coupe en métal striée. Et c'est vrai que ça provoque du plaisir en fait quand on a une jolie pierre qui est bien taillée. Et c'est vrai qu'elle peut soit vous apaiser, soit vous donner de l'énergie. Et là, par exemple, cette broche, pour moi, je la trouve très, très apaisante, très élégante.
La joaillerie est un univers sensible qui fait appel à beaucoup de sens, bien sûr de la vue, mais aussi du toucher. Et c'est vrai que quand je l'ai eu en main, j'ai senti la délicatesse du travail, de la finesse aussi. L'artisan ou l'artisane qui a créé cette broche a vraiment eu une vision d'harmonie, de composition, même une technique, une méthode, je trouve très intéressante. J'avais envie de partager avec les auditeurs comment une pièce peut être composée, comment les pierres ont été serties, la technique de fabrication et le choix aussi des pierres est assez pertinent. Cette broche, elle devient même contemporaine un peu dans la façon dont la composition a été faite. Et c'est vrai qu'en voyant ce fermail, pour moi, c'était vraiment l'exécution de quelqu'un qui avait vraiment déjà une vision de ce que pourrait être la joaillerie plus tard, en fait. L'artisan ou l'artisane qui a créé cette broche, il a commencé par prendre une plaque de métal, il a dessiné à la pointe à tracer, donc c'est comme un stylo mais en métal. Il a dû dessiner même avec un compas, parce que c'est quand même très précis. Il a dû donc dessiner sur sa plaque le dessin, et ensuite il a dû faire aussi un trou dans certains endroits, passer sa scie, pardon. On appelle ça un repercé. Donc le repercé, c'est l'ajourage qui a été fait dans les quadrilobes et qui donne aussi de la lumière et de la légèreté aussi au modèle. Ce n'est pas juste une plaque pleine avec les pierres, c'est vraiment, là on a un quadrilobe qui a été dessiné, ajouré à l'intérieur et ça donne l'ajourage. Et après, donc, dès que la plaque est donc sciée, percée, pour faire les finitions, il va pouvoir utiliser des petites limes, des limes aiguilles à différents grains. Donc le grain en fait de cette lime permet d'aller à l'intérieur. Ensuite, je peux aussi vous décrire une chose qui m'a beaucoup intriguée aussi, savoir comment la pièce a été réellement montée, parce que en fait, donc, ces cabochons qui ont été donc, en certiclos sont posés, ainsi que le grenat, dans une cupule. C'est comme une petite vasque, une petite calotte donc en métal qui a été formée. Et tout autour, au bord de cette vasque, l'artisan a fait des petites stries, en fait, très régulières. Voilà. Ouais, par exemple, ça c'est le son de la lime. Voilà. Et qui lui a permis certainement de donner de la douceur en fait dans l'ajourage. C'est ce genre d'outil qu'il a dû aussi utiliser pour faire les stries sur la cupule, sur les petites vasques où sont posés les cabochons et le grenat. Donc là, il a dû faire des traits comme ça. De façon régulière et à mon avis, le travail de la lime a été important sur les cupules. On est vraiment dans des petits crans qui vont prendre la lumière vraiment très joliment et qui vont donner un décor vraiment très raffiné. Pour parler d'une façon un peu plus technique, donc le sertissage, c'est comment les pierres ont été fixées au métal. Donc il y a différents types de sertissage. En fait, vous en avez 3. Vous avez le premier qui est au centre, donc le grenat, avec donc le serti-griffe. C'est ces petites pattes en métal qui vont venir fixer la pierre, en fait, tenir en différents points la pierre. Ensuite, pour tous les autres cabochons, donc que ce soit pour les 4 saphirs ou les 4 rubis, on appelle ça un certiclos. C'est-à-dire que l'artisan a appliqué autour de la pierre un fin bandeau de métal autour de ce cabochon et ensuite a dû masser avec ses outils en fait, le métal vers la pierre pour permettre donc de la fixer. Ainsi, elle est vraiment tenue partout. L'artisan ou l'artisane qui a créé cette broche a certainement utilisé une scie. Moi, j'appelle ça un boc-fil. Donc, c'est un élément qui va tenir une scie. Il va donc scier et préparer donc son modèle. Et ensuite, pour finaliser, vous avez des limes qui vont permettre de rattraper son trait de coupe avec la scie. Il a utilisé donc certainement, nous on appelle ça un marteleur, mais lui il a utilisé certainement des petits éléments en buis avec des petits marteaux pour pousser le métal vers les cabochons pour faire le certiclos. Tout se faisait à la main et à la douceur du geste. Parce que sinon vous abîmez les pierres. Dans le cas de ces cabochons, et ce qui est aussi magnifique, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir une feuille d'or de métal qui se pose, ça ne fait qu'un en fait, avec la pierre. Donc on a vraiment une symbiose totale entre le métal et la pierre. Et ensuite, vous avez donc les perles fines, ça fait une œuvre vraiment très très vivante. Dès que le sertissage a été fait, en fait, chaque cupule qui a été totalement fait sur mesure selon chaque cabochon. Ensuite, ces assemblages, en fait, ont été enfilés. Il ne semble pas qu'il y ait des soudures et ça a été donc enfilé et rifté par l'arrière. C'est-à-dire que quand on retourne la broche, vous pouvez voir, en fait, à chaque position des pierres, un petit rivet.
À l'arrière du fermail, alors malheureusement, il manque l'épingle qui permettait de la fermer, ou appelée aussi l'ardillon. Mais on peut voir d'ailleurs à l'arrière du fermail quelques coups de lime encore. On peut voir toutes les pierres vraiment. Et à l'arrière, on peut voir ces petits défauts quand même. Mais c'est assez touchant. Le bijou est très très bien fini, mais il y a quand même des petits détails qui montrent que c'est bien une main qui l'a fait. Et ce qui est très important à mon goût. Ce type de fermail, en fait, me donne beaucoup d'humilité ou en tout cas d'inspiration sur mon travail en tant que joaillère, dans le sens qu'il faut donc mettre en valeur ces pierres et le faire au mieux. En conclusion, la découverte de ce fermail du musée de Cluny a été vraiment une merveilleuse expérience et c'était vraiment exceptionnellement émouvant d'avoir cette pièce faite par un artisan, une artisane il y a tant d'années, d'apprécier tous les détails, les choix des pierres, le choix d'exécution. Et j'aime bien imaginer la personne qui a travaillé cette pièce, comment elle l'a façonnée, comment elle a choisi les pierres. Et c'est vrai que je pense que c'est ça que je le garderai au cœur de cette expérience et de mon souvenir. Sans les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 5. Et un merci tout particulier à Amélie Viane, dont vous pouvez suivre l'actualité sur Facebook, Instagram et sur son site internet www.amelieviane.com. Et puis, bien sûr, préparez-vous à venir découvrir le trésor de Colmar et son fermail au musée de Cluny dès la réouverture en 2022. D'ici là, Sans les yeux continue. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du musée pour être informé de la sortie prochaine de l'épisode 6. Direction éditoriale et écriture Anne-Sophie Grassin, narration, prise de son, montage son et mixage Antoine Daron.